au bureau des livres. Just go back, kid. Got a theory, could be Bonnie. You never Ouais. say thank C'est pas you. faux. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve celle qui assure toujours mes arrières, Marie Telling. Oh, salut Anaïs. Cette semaine, on parle de la femme la plus badass, la plus canon, la plus compétente, la plus rapide du petit écran. On parle de l'agent Sydney Bristow, héroïne de la série Alias, une série diffusée dans les années 2000 qui parlera à tous les anciens amateurs de la trilogie du samedi. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès d'Alias ? Faut-il la revoir aujourd'hui ? Et c'est quoi ce délire avec Rambaldi ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? C'est un pic un peu sérieux, mais c'est un livre que j'ai lu qui est écrit par Arieh Halimi, qui est un avocat engagé contre les violences policières, dans l'antiracisme. Et il sort un livre qui s'appelle « Juifs français de gauche dans le désordre », où il parle de son identité juive, de son identité d'homme et d'humaniste de gauche, de la façon de faire cohabiter les deux quand, après le 7 octobre, certains mouvements n'ont pas eu des réactions très glorieuses par rapport aux attaques du Hamas. C'est un livre salutaire, honnêtement, très mesuré, intelligent, et ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, donc voilà, je le recommande à ceux que ça intéresse. Et toi, Anaïs ? Moi, mon pic, c'est le fait que le film Furiosa de George Miller va être diffusé à Cannes, au Festival de Cannes, très prochainement. C'est un prequel de Mad Max Fury Road qui est concentré sur le personnage de Furiosa, qui était joué par Charlize Theron. Et j'ai très très hâte parce que Mad Max Fury Road, c'est un de mes plus grands souvenirs de cinéma et du Festival de Cannes. Je l'ai découvert à une projection du matin. C'était mon premier matin à Cannes. La première année où je couvrais le festival, j'étais très fatiguée, j'avais très peu dormi, j'étais très stressée parce que je comprenais rien au Festival de Cannes. Et je me suis pris ce film dans la tronche et ça a été un moment assez mémorable. Donc je ne sais pas si la projection de Furiosa sera à la hauteur, mais j'ai très très hâte. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance avec un générique absolument cultissime. C'était le générique d'Alias, une série de 5 saisons qui a été diffusée entre 2001 et 2006 aux États-Unis, à partir de 2002 en France. Une très belle période pour ma vie de sériephile, personnellement. Marie, est-ce que tu peux résumer le pitch d'Alias en 30 secondes ? Alors, Alias, c'est une série de J.J. Abrams qui a aussi co-créé Lost et Felicity et plein d'autres choses, et c'est tous les Star Trek au ciné. C'est l'histoire de Sydney Bristow qui est étudiante, mais à côté, elle est aussi agent pour ce qu'elle pense être une branche de la CIA, mais elle découvre dans le premier épisode, une fois que son fiancé est tué parce qu'elle lui a révélé qu'elle était membre de la CIA, elle découvre qu'en fait, elle ne travaille pas du tout pour la CIA, elle travaille pour une organisation criminelle. Et au moment où elle découvre ça, elle décide de devenir agent double. Donc, elle s'engage auprès de la CIA pour espionner le SD6, qui est l'organisation pour laquelle elle travaille. Et en parallèle, la personne qui s'occupe d'elle à la CIA, il est hyper mignon. Il est joué par le neveu de Sylvie Vartan et il est très, très mignon et ils ont une tension sexuelle. Et moi, c'était tout l'intérêt que je trouvais à cette série quand j'étais ado. Non, c'est pas vrai. Mais c'est une grosse partie de l'attrait de cette série. C'est quoi ton rapport à cette série ? Tu l'as regardée à l'époque de sa diffusion originale ? Oui, tout à fait. Je l'ai regardée dans la trilogie du samedi et si mon souvenir est bon, elle s'est déplacée aussi après le jeudi soir où elle était un autre soir de la semaine à un moment. Elle a commencé avec la saison 4 pour la trilogie du samedi. Donc les 3 premières saisons n'étaient pas diffusées. Voilà, c'est ça. Donc moi, je l'ai regardée sur M6 le soir. Je pense pas que c'était pendant la trilogie du samedi au début. Et j'ai pas fini la série, parce qu'au bout d'un moment, ça part dans des délires un peu compliqués à suivre. Mais j'avais adoré le début. Je me souviens que, de toute façon, moi, j'étais une grande fan de la trilogie du samedi et des séries avec des personnages féminins très forts, type Buffy, Charmed, Dark Angel et Alias. Donc, j'étais le public cible. Et j'avais adoré la série jusqu'au moment où c'est parti un peu en vrille, quoi. T'as arrêté à quel moment ? Alors, dans mon souvenir, il y a un moment où elle est à Hong Kong ou un truc comme ça. Et en fait, elle disparaît pendant plusieurs années. On pense qu'elle est morte. Von refait sa vie et elle réapparaît. Et je me souviens que cette saison-là m'avait saoulée parce que j'en avais marre. Ils s'étaient mis ensemble, ils n'étaient plus ensemble au final. J'avais continué cette saison et après, j'avais arrêté. Donc, t'as arrêté à la saison 4.
Exactement, je crois. Voilà. Comme beaucoup de gens, je pense. Toi, quel est ton rapport avec cette série ? Moi, c'est une série que j'ai adorée et que j'ai regardée jusqu'au bout parce que j'aime bien finir les choses jusqu'au bout. Généralement, c'est comme j'étais la dernière téléspectatrice des frères Scott et la dernière téléspectatrice de The Walking Dead. Et je pense que j'étais aussi la dernière à regarder Alias. C'est une série que j'ai découverte en cours de route, ce qui est plus trop possible aujourd'hui. Plus personne ne fait ça puisque les séries sont pas diffusées de manière linéaire et qu'on commence toujours avec le premier épisode sur une plateforme de streaming. Là, c'est parce que ma cousine, qui était un petit peu plus âgée que moi, était fan et qu'un jour, on était ensemble. Elle m'a dit « Non, mais ce soir, il y a Alias, en fait. Donc, désolée, mais on va regarder ça. » Et je crois que j'ai pris la série en cours de saison 2. Et j'ai été complètement... Meilleure saison en même temps. Ouais, meilleure saison. J'ai été accrochée immédiatement. Et à partir de là, j'ai voulu tout regarder. Et donc, j'ai acheté les DVD. Donc, je possède aussi toutes les saisons. Et j'étais complètement fan. J'étais évidemment fan de Vaughn, fan de Sydney Bristow. Et un peu comme toi, je me suis lassée après la saison 3. Mais moi, j'aime beaucoup la saison 3 parce que justement, il y a un enjeu romantique entre Sydney et Vaughn puisque lui, il a refait sa vie et elle essaye de le récupérer. Donc, je trouvais ça assez cool. Et après, à partir de la saison 4... effectivement, c'est parti dans des gros délires, mais je continuais quand même à regarder. Je l'ai revu aussi, mais à chaque fois, je revois surtout la saison 1 et la saison 2 et je m'arrête après. Oui, moi aussi. On va faire un petit aperçu des personnages. Le premier, c'est évidemment Sydney Bristow. J'en ai parlé dans l'intro. Elle est jouée par Jennifer Garner. Tu la décrirais comment ? Jennifer Garner, déjà, c'est un peu la petite amie de l'Amérique, c'est-à-dire qu'elle a un profil, elle vient d'une famille assez chrétienne évangélique, donc elle a un profil très propre sur elle, elle est vraiment très mignonne, elle est jolie et tout ça. Et Sydney Bristow joue sur cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une gentille fille, quoi. Quand on la découvre, elle est vraiment bien sur tout rapport et on sent qu'elle est très gentille, généreuse et qu'elle a envie de faire le bien autour d'elle. Mais elle a aussi, Jennifer Garner a ça aussi, c'est qu'elle est très très athlétique et donc elle a quelque chose elle est grande, elle est vraiment bâtie, elle a des larges épaules, tout en étant vraiment très jolie et très féminine et du coup elle peut avoir un côté menaçant si elle veut l'adopter. Et en fait Sydney Bristow joue vraiment sur ces deux tableaux, c'est-à-dire que elle est à la fois très douce et féminine et en même temps dans les scènes où elle est en immersion, parce que c'est un des charmes d'Alias, c'est qu'elle est tout le temps avec des perruques, elle est tout le temps dans des pays étrangers en train de se battre et tout ça. Là, d'un coup, elle peut être très menaçante. Et Sydney, elle est vraiment ces deux aspects-là, quoi. Jennifer Garner est exceptionnelle dans ce rôle. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé parce qu'elle était aussi dans 30 ans sinon rien, dont on avait parlé dans Ami, et j'adore cette actrice et je trouve que c'est un petit peu dommage que sa carrière n'ait pas eu énormément d'ampleur après Alias, en dehors de quelques rôles par-ci par-là. Là, dans Alias, moi, je la trouve exceptionnelle et j'aime beaucoup la manière dont elle pleure dans cette série. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec le personnage. C'est un personnage vraiment badass, au sens premier du terme. Aujourd'hui, on en a marre de cette expression et aussi de cet archétype de femmes badass qui ont toujours la bonne répartie, qui savent botter le cul des mecs dans les séries. Mais là, elle découlait de toutes les séries dont tu as parlé, des années 90 et du début des années 2000, mises en avant dans la trilogie du samedi avec beaucoup d'héroïnes très forte, elle en faisait partie et en même temps, c'est un personnage qui est très émotif. Elle pleure énormément dans Alias et notamment la scène où elle découvre la mort de son fiancé dans le pilote. Moi, je me souviens que ça m'avait complètement scotché. Je m'étais dit, waouh, j'ai jamais vu quelqu'un qui pleure de manière aussi réaliste à l'écran. Et j'aime vraiment beaucoup ça parce qu'elle est très très forte et on a une immense confiance en ses capacités physiques et intellectuelles. Et on nous dit à plein de reprises qu'elle est brillante. Mais justement, elle ne va pas se cacher de ses émotions ou adopter une attitude viriliste comme certaines héroïnes qu'on voit aujourd'hui, comme June dans The Handmaid's Tale, peuvent le faire. Et je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est marrant parce qu'au final, le trope de la meuf badass à la télé, elle est née avec justement Buffy et Sydney Bristow ou des personnages comme ça. Mais c'est au moment où c'est devenu beaucoup plus populaire qu'on a oublié l'aspect vulnérable qu'avaient déjà en fait tous ces personnages. C'est-à-dire que quand, après Netflix ou les studios hollywoodiens en général se sont emparés de ce cliché, enfin ont transformé ce type d'héroïne en cliché, ils se sont débarrassés complètement de ce qui les rendait complexes et intéressantes, quoi. Oui, alors que tous ces personnages-là, pour les personnes de notre génération, ils ont aussi vraiment participé à notre construction. Ouais. Parce qu'ils avaient de la complexité et parce que nous, c'était la première fois, en étant assez jeunes,
enfant ou adolescente, qu'on voyait des personnages féminins qui avaient en fait les mêmes caractéristiques que Rambo ou Terminator, mais qui étaient aussi très sensibles, qui avaient énormément d'intellect, de répartie. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Sydney Bristow, c'est qu'en fait, elle me rappelle aussi beaucoup Ethan Hunt de Mission Impossible, notamment dans la manière dont elle court. Je pense que c'est les deux personnes qui courent le plus vite dans l'histoire de la pop culture. T'as beaucoup observé sa présence physique, c'est-à-dire ses pleurs, ses cours, Bah ouais, mais parce que j'étais fascinée par elle et parce que c'est une performance qui est extrêmement physique et c'est pareil pour Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est un des trucs les plus connus dont on parle tout le temps, c'est sa manière dont il court dans Mission Impossible. Elle a cette même physicalité, je trouve, dans la série qui est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que J.J. Abrams a réalisé Mission Impossible 3 et écrit Mission Impossible 3. Il y a une vraie filiation en fait entre les deux personnages et entre les deux univers, parce que c'est des univers d'espionnage où il y a beaucoup de gadgets et où il y a des héros qui se retrouvent toujours dans des situations complètement impossibles et qui arrivent à s'en sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où elle se retrouve dans un avion qui va s'écraser ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas très réaliste, quoi. Dans les personnages secondaires, il y a Will. C'est marrant que tu l'aies mis en deuxième. En fait, c'est parce que c'est le plus connu aujourd'hui l'acteur, dans le casting. Ouais. Il est joué par Bradley Cooper. Bradley Cooper, qui à l'époque était très jeune. C'était avant Very Bad Trip, etc. Maintenant, c'est devenu une immense star, un réalisateur aussi nommé aux Oscars, etc. Mais à l'époque, c'était juste un mec blond, Will. hyper sexy, voilà, et qui est censé être le guy next door. Hyper sexy. Excuse-moi, dans le pilote, quand il se met torse nu... Ouais, en fait, le problème, c'est c'est un peu son personnage dans cette série, il est désexualisé complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment le bon pote, quoi. Elle le perçoit pas comme autre chose. Il est toujours un peu désespéré. Friendzoné. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que lui, on comprend dès le pilote qu'il est amoureux de Sydney, qu'il a beaucoup d'espoir et il apprend donc qu'elle vient de se fiancer et il est complètement dévasté. Ensuite, il va développer une petite romance avec Francine, je crois qu'elle s'appelle Franny, leur autre meilleure amie. Mais clairement, il est fou de Sydney et condamné à rester un peu sur le bord, sur le côté de la route pendant qu'elle vit sa plus grande histoire d'amour avec Vaughn. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé son personnage et j'avoue que j'avais un petit crush sur lui quand je regardais la série. Moi, j'avais pas de crush, mais j'aime bien son personnage aussi parce que c'est un reporter, il fait de l'investigation, il va se retrouver le pauvre entraîné dans des galères pas possibles où il va même sa carrière va être ruinée en fait par à un moment il va découvrir en fait ce que fait Sydney. Et ils vont lui ruiner sa carrière pour le décrédibiliser le plus possible. Donc, il va traverser des choses pas faciles, le pauvre. C'est un petit BG de cette série, mais dans cette série, il y a un gros BG. Il y a un des plus gros BG de l'histoire de la télé, en fait. Un BG qu'on n'a pas revu après, quoi. Non, un BG fondateur. Un BG qui appartient à la famille Vartan, tu l'as dit. Ouais. C'est Michael Vartan qui incarne Michael Vaughn. Exactement. Vaughn pour les intimes, qui est un agent de la CIA, qui est super beau. Alors, il est jeune, presque trop jeune, c'est ce qu'ils nous disent dans le pilote. Il est presque trop jeune pour en fait être son agent de liaison. Il y a quelque chose qui se crée entre eux, une complicité et une affection mutuelle au fil des mois et des années. Il faut dire qu'il est très beau et qu'en plus il ressemble en fait à son fiancé. Quand j'ai revu le pilote, c'est vraiment le même type de mec, donc on comprend tout de suite que c'est son type, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que il est très peu caractérisé. Ils ont une bonne répartie tous les deux. C'est un personnage qui est assez intelligent, mais il est assez peu défini en comparaison avec Sydney. Et j'aime bien cette inversion, en fait, où c'est vraiment elle qui, déjà, qui porte la série et qui, pour le coup, est un personnage extrêmement complexe et multidimensionnel qu'on va apprendre à connaître au fil des saisons. Lui, c'est vraiment le beau gosse, mais qui est tout le temps en train de s'inquiéter pour elle et qui est un petit peu en retrait, en fait. Dans leur carrière à tous les deux, ils sont partenaires de mission, mais il est souvent là juste un petit peu pour l'épauler, où il a une oreillette et il lui dit quoi faire, mais c'est elle la femme d'action et lui qui est dans les bureaux de la CIA en train de s'inquiéter pour elle et de la soutenir. Et j'aime bien ça. Oui, et puis il est défini vraiment par son rapport à elle, en fait. C'est-à-dire que par le fait qu'il l'aime mais qu'il l'admet pas ou qu'il se l'admet pas à lui-même. Il y a une histoire quand même qui le définit un peu, c'est que son père a été agent de la CIA aussi et a été tué. Et attention, spoiler alerte, il a été tué par la mère de Sydney. Donc, c'est très... Drama. Ah, exactement. En même temps, les histoires de belle famille, c'est jamais simple. On est un peu dans une tragédie grecque, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de parentalité compliquée, il y a un autre personnage qui est central dans Alias. C'est mon préf. Ouais, moi aussi. C'est le meilleur. C'est Jack Bristow, le père de Sydney, qui est joué par Victor Garber, qui a joué deux des hommes de fiction les plus importants de ma vie. Jack Bristow et l'architecte du Titanic. Oui, c'est vrai que c'est lui. Vraiment un homme incroyable.
et qui est très proche de Jennifer Garner dans la vraie vie. Je crois que c'était son témoin à son mariage avec Ben Affleck, et c'est elle qui a officié son mariage à lui avec son partenaire, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Oui, elle le poste tout le temps sur Instagram, dès qu'ils peuvent, ils se voient, ils sont très amis. Mais oui, Jack Bristow, qui en fait, quand on le rencontre, est un père absent, un père qui a été défaillant, on le comprend. Ils ont une relation assez froide et distante, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait, lui aussi est agent double, évidemment, pour la CIA et pour le SD6, alors qu'elle pensait qu'il travaillait comme ingénieur quelque part. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est froid et qu'il a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. On le sent très très vite, mais en même temps, on sent tout de suite l'attachement très fort qu'il a pour sa fille. On sent aussi qu'il a été traumatisé par le fait qu'il a été un peu la cible d'un agent du KGB, la mère de Sydney, pendant des années. Les gens qui n'ont jamais vu cette série vont se dire c'est quoi ce délire, mais c'est vraiment ça. Mais c'était le pic des années 2000 en fait dans les séries, c'était juste génial. C'est ça, mais c'est un peu absurde. Mais oui, du coup, il a été marié pendant très longtemps avec un agent du KGB avec qui il a eu Sydney, dont il était très amoureux, et il s'est rendu compte en fait qu'elle l'avait pris pour cible parce qu'il était agent de la CIA, donc il s'est senti énormément trahi. C'est un homme meurtri, c'est ça qu'on sent. C'est ça que j'aime chez lui. Ouais, et puis c'est un homme qui est froid, mais qui renferme beaucoup d'émotions à l'intérieur, et ça, on aime beaucoup. Je trouve que la révélation du job de Jack Bristow dans la série est extrêmement bien faite dans le pilote. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est un excellent pilote. Ah oui. Hyper bien écrit. D'ailleurs, dans TV The Book, un livre qui a été écrit par 2 éminents critiques américains, il est classé parmi les meilleurs pilotes de tous les temps. Et c'est vrai qu'il y a énormément de rebondissements dans ce pilote. Le fait qu'on pense d'abord que Sydney, comme elle, on pense qu'elle travaille à la CIA. En fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Lui, ensuite, on pense qu'il travaille pour le SD6. Et donc, qu'il lui a menti, mais donc qu'il est aussi extrêmement méchant, qu'il est du côté des méchants. Et à la fin, on découvre qu'il est aussi agent double à la CIA. They verified your statement. You're in. You're CIA. You don't know how dangerous this is, Sydney. Doing what I do. I wish you'd taken me up on Switzerland. How do I know what you're telling me is the truth? I guess we'll just have to learn to trust each other. Et c'est un peu toute la marque de fabrique, ou ce qui va devenir la marque de fabrique de J.J. Abrams, qui était la Mystery Box, où en fait, il y a un nouveau mystère tout le temps et une nouvelle réponse, et ensuite, il y a un autre mystère qui arrive et une nouvelle réponse. Il a créé Lost peu de temps après, mais là, c'était vraiment les débuts du style J.J. Abrams, avec énormément de cliffhangers, énormément de plot twists, et c'est vraiment toute la saveur des séries à l'ancienne, qu'on a parfois un peu du mal à retrouver aujourd'hui, parce qu'en plus, on les consomme plus de la même manière, où il n'y a plus justement besoin de revenir après la coupure pub, et revenir après la semaine prochaine. Mais là, dans le pilote, on voit vraiment la construction pour les pubs. C'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment ces 4 moments de révélation qui arrivent à chaque fois dans la structure de l'épisode au moment où il y aurait eu la pub, pour qu'on se dise « Oh putain, c'est génial, il faut que je revienne après ». Et du coup, c'est extrêmement plaisant à revoir aujourd'hui. Oui, surtout, le pilote est long, en fait. Il dure plus d'1 heure, donc ce qui était assez rare à l'époque, quand même, encore. Donc, c'était vraiment un pilote événement. Et il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que, on découvre son métier à elle. Elle a le temps de se fiancer, de perdre son fiancé, d'avouer qui elle est à son fiancé. Ensuite, d'être en mission, de revenir, de voir que son fiancé a été tué. Et ensuite, d'apprendre que son père est au SD6. Ensuite, disparaître, se venger du SD6, apprendre que son père fait partie de la CIA, aller à la CIA. Enfin bon, bref. Rencontrer Michael Vaughn. Exactement, c'est fou. Mais en même temps, on n'a pas l'impression que c'est bâclé du tout. Non, c'est brillamment écrit, c'est très bien monté, très bien interprété. J'adore le fait qu'à chaque fois qu'ils veulent se parler de manière hyper secrète, ils vont toujours en dessous du même gros satellite là à Los Angeles, où genre c'est un peu le lieu de tournage où à chaque fois qu'il faut se révéler un truc et être sûr que la CIA ou le SD6 va pas nous écouter, ils sont tout le temps au même endroit. À chaque fois qu'elle doit retrouver Vaughn, elle met une pièce dans un... Enfin, t'as vraiment le clodo qui est là, qui en fait est secrètement un agent de la CIA, et le pauvre, pire agent de la CIA, enfin pire job du monde. T'imagines, t'es agent de la CIA, ton job, c'est d'être un clodo dans le parc pour recueillir... de faire la manche pour que Sydney Bristow te mette une pièce dans la... C'est ça, c'est horrible. Ouais, j'espère qu'il fait T'imagines, t'as fait tes études à l'anglais et tout ça, tu pensais que ça y est, t'allais être envoyé sur le terrain en Égypte, et d'un coup, tu te retrouves... c'était le dernier de la classe, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes notes. Même à l'école des espions.
Il y a un autre personnage beaucoup plus sombre, pour le coup, c'est Arvin Sloane, Oui. joué par Ron Rifkin. J'adore Ron Rifkin. Ouais, c'est encore un excellent acteur. Enfin, vraiment, le casting est génial de bout en bout. Ouais, dans c'est un Alias. caractère acteur, c'est-à-dire qu'il est dans beaucoup de films. On connaît tous son visage, quoi, sans vraiment savoir exactement son nom. Et il joue donc le directeur du SD6, donc qui est un peu une figure de mentor pour Sidney, sauf qu'on découvre évidemment qu'il est du côté des méchants. Il est assez machiavélique, c'est lui qui ordonne l'exécution du fiancé de Sidney dans le pilote, mais ça va se compliquer parce que déjà il a été meilleur ami avec le père de Sidney. On découvre même qu'il a eu une affaire, enfin une aventure avec la mère de Sidney et que donc Sidney a une demi-sœur. Enfin, vraiment, ça part dans des délires dans la saison 4 et 5, mais ça part hyper loin. Et donc, moi, j'aimais bien ce personnage parce qu'effectivement, il est horrible, surtout au début. Et le but principal de Sidney, c'est de se débarrasser de lui. C'est vraiment l'antagoniste principal de la série. Mais en même temps, il a plein de moments qui sont touchants dans la série. Surtout, il est très attaché à sa femme. Il est très, très amoureux de sa femme, par exemple. On pense à un moment qu'il l'a tuée, alors que non, pas du tout. Et le fait qu'il ait eu une vraie complicité avec Sidney et avec Jack, qui, eux, sont les héros de la série, ça ajoute une dimension. Ouais, un peu tragique, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les moments dont je me souviens le plus dans les dernières saisons qui sont pas bonnes. C'est des moments qu'ils partagent tous les trois, parce que c'est trois excellents acteurs qui sont en train, justement, de travailler quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce qu'il faut le dire, c'est pas une série super subtile. Mais les rapports entre ces trois personnages-là, je trouve qu'ils ont été assez bien écrits tout au long de la série. Et parmi les personnages qu'on est obligé de mentionner, il y a aussi Marcus Dixon, qui est joué par Carl Lumbly. J'adore cet acteur et j'adore ce personnage. Comment tu le décrirais ? C'est le compagnon de route, enfin le collègue principal de Sidney au SD6. Et comme Sidney au début, il pense travailler pour la CIA. Donc lui, il est dans l'ombre jusqu'au milieu de la saison 2. C'est quelqu'un de très droit, compétent et très gentil, en fait. On sent que c'est quelqu'un de très bien. Et d'ailleurs, c'est assez déchirant de voir que lui n'est pas dans la confidence et qui va se sentir vraiment trahi au moment où il va apprendre que Sidney était un agent double et que lui travaillait pour les méchants, quoi. Mais il va rester jusqu'au bout. C'est pas le cas de beaucoup de personnages, mais il y a lui et il y a Marshall aussi, qui est le mec qui sort tous les gadgets incroyables. Ah ouais ? Il est insup. Désolée, mais enfin bon, c'est le cliché de le mec qui est sur le spectre et du coup qui a besoin de raconter des anecdotes. Enfin, c'est censé être le geek un ressort gênant. Comique, mais pour moi, ça tombe vraiment dans le cliché, même si à l'époque, c'était pas encore devenu un tel cliché, le geek un peu... C'était déjà quand même un peu le cas. Mais il n'y en avait pas encore autant. Mais là, je trouve que maintenant, quand je revois la série, vraiment, j'ai envie de zapper tous les passages où il commence à expliquer les gadgets. Et combien de gadgets il peut inventer par semaine, quand même. Mais moi, justement, j'adore. Déjà, je trouve que le personnage est assez attachant et que l'acteur est assez bon pour ce rôle-là. Et en fait, c'est une grande convention du genre de l'espionnage aussi, et surtout de l'espionnage un peu plus léger. Donc, pas forcément... pas le bureau des légendes. Voilà. Mais en fait, c'est un truc qu'on retrouve dans Mission Impossible ou dans les James Bond. Ouais. C'est le moment où on te montre le super gadget. Et c'est vrai que là, comme c'est principalement des outils qui vont être utilisés par Sidney, il joue beaucoup sur les classiques féminins. Donc, c'est beaucoup de tubes de rouge à lèvres, de petits miroirs, mais pas seulement. Il y a, le stylo qui fait caméra, tout ça. Mais c'est vrai qu'il redouble d'inventivité pour trouver toujours des nouveaux gadgets pour Sidney. Et moi, je trouve que, en fait, c'est ça qui fait le côté hyper charmant de la série, c'est qu'ils n'ont pas besoin, elle pourrait utiliser toujours le même rouge à lèvres ou le même truc, mais il faut qu'ils utilisent quand même toujours un nouveau stratagème. Et c'est pareil avec ses déguisements, c'est-à-dire que combien de nouveaux ensembles de lingerie tu peux utiliser pour aller séduire un méchant, tu vois, ou d'un moment t'en as un dans ta valise et puis tu utilises toujours le même, quoi. Ça me fait penser à Spy, le film de Paul Feig, qui est une parodie en fait du genre de l'espionnage avec Melissa McCarthy dans le rôle principal. C'est justement un peu la Vaughn du film au début, c'est-à-dire qu'elle est en arrière-plan, en soutien de l'espion pour qui elle fait la liaison, jusqu'au moment où elle va devoir aller sur le terrain. Et là, on lui donne des gadgets, et en fait, c'est des gadgets féminins aussi, mais c'est genre... C'est genre un sifflet à viol pour prévenir les viols. Ou bien c'est des laxatifs ou des trucs contre les hémorroïdes. Oui, parce qu'en plus, elle est censée jouer une femme à chat. Donc, ils lui disent ta couverture, c'est que t'es vraiment une ringarde horrible que personne ne voudrait toucher avec un bâton. Et donc, ton déguisement, ça va être un vieux pull un peu qui te donne une forme de sac. C'est l'anti-Sidney Bristow. Exactement. Elle a plein de déguisements différents, mais ils sont tous plus humiliants les uns que les autres. C'est vraiment l'anti-Alias, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que Alias, en fait, je pense, a énormément marqué la pop culture pour ça aussi, parce que toutes nos références dans le genre de l'espionnage sont plutôt masculines. On a James Bond, Mission Impossible, tout ça. Et en fait, des séries... Enfin, Sidney Bristow est la référence pour l'espionnage féminin. Ah, Mata Hari, quand même. Attends.
Oui, d'accord, mais en termes de pop culture. bien sûr. Et justement, ce côté très formulaïque qui appartient totalement aux séries de cette époque-là, comme les séries procédurales, c'est-à-dire qu'il y avait une mission de la semaine, il y avait toujours 2 ou 3 déguisements par épisode qui étaient géniaux. Les costumes ont été nommés à plusieurs cérémonies de remise de prix et ils sont vraiment incroyables. Il y avait les méchants aussi de la semaine, qui étaient toujours des étrangers, évidemment, que ce soit des Français, des Russes, des Chinois, mais jamais des Américains. Hein. Il ne faudrait pas non plus. Et les Français, en général, ils étaient québécois, mais enfin bon. C'est ça. Tu l'as revu l'épisode du coup où elle attaque le Français, où il dit fais tomber la pistole. Mais c'est dans phase 1. Ouais. C'est dans phase 1. Parce qu'ils n'ont même pas pris la peine d'aller chercher comment on dit pistolet en français. C'est très très drôle. Mais oui, c'est ça qui fait toute la saveur de la série. Et quand on la revoit aujourd'hui, moi j'adore en fait ce côté très gadget, très cheap. Il y a même un côté assez pittoresque, je trouve, dans les missions d'espionnage et les codes qu'ils ont quand on regarde The Americans, qui a été fait plusieurs années plus tard, où là c'est très très élaboré et chaque mission demandait un niveau de rigueur dans les déguisements, tout ça, qui était assez incroyable. Et là, il y a un moment où le père de Sydney veut la prévenir qu'il a été repéré par le chef du SD6. Il est devant le chef du SD6 et il l'appelle et il lui dit viens au bureau, mais surtout prends l'autoroute parce qu'il y a des travaux sur gna gna gna. Et tu comprends, enfin tout le monde comprend que c'est un code, tu vois. Et tu te dis putain, ça a vraiment été écrit en 2002 parce qu'aujourd'hui une série d'espionnage, tu vois, il serait un peu plus discret ou il aurait trouvé un autre truc, mais là c'est vraiment gros comme une maison. Et dans beaucoup d'épisodes en fait que j'ai revus récemment, je trouve qu'il y a ça, il y a un côté très désuet dans l'espionnage. C'est une façon gentille de le dire en fait, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas très bien écrits. Mais c'est marrant, c'est fun à voir, mais je sais que je regardais la série et j'avais quelqu'un d'autre dans la pièce à côté qui ne faisait que commenter que ça avait l'air complètement débile parce que en entendant juste les dialogues, parce que c'est vrai que en fait, je pense que quand t'as pas l'affection qu'on a pour cette série ou l'attachement à ce genre de série aussi et que t'as pas forcément grandi surtout avec les séries des années 2000 en ayant cette fibre-là, ça peut paraître très con. Oui, bah surtout qu'il n'y a pas la qualité d'écriture d'un Buffy, par exemple. Ah non, pas du tout. On n'est pas à ce niveau-là. Bah, il n'y a pas trop d'humour, par exemple. Non, c'est ça. C'est principalement de l'action, en fait. Mais c'est juste de l'action qui est très, très bien exécutée, avec un casting incroyable. Mais il y a aussi eu énormément de guest stars impressionnantes. Lena Olin joue la mère de Sydney Bristow. Il y a aussi Isabella Rossellini qui joue sa tante, il me semble. Je me souviens qu'elle était dedans, je me souviens plus qui elle joue. Ouais, parce il y a une partie de sa famille qui est russe. Ouais. Et Isabella Rossellini, du coup, joue une russe, qui est aussi une espionne, je crois. Il y a Gina Torres, il y a Ethan Hawke. Qui joue une autre espionne, Gina Torres. Il y a même des réalisateurs qui ont joué des petits rôles dans la série, notamment Cronenberg et Tarantino. Ouais, Tarantino qui joue dans un double épisode de la fin de la saison 1. Ouais, qui est vraiment très très bien. Ouais. Un épisode de huis clos, où ils sont pris en otage. Ouais, c'est ça, exactement. Et lui, c'est un des preneurs d'otages, un ancien du SD6 qui revient pour se venger. Faut aussi dire que derrière la caméra, il y avait du beau pédigré, et notamment la musique, elle a été composée par Michael Giacchino, qui est un grand compositeur de films et de séries. Il a aussi travaillé avec J.J. Abrams sur Lost, sur les Star Trek, tout ça. Il a fait beaucoup de musique pour les films Pixar, et il a eu l'Oscar de la meilleure musique originale pour le film Up. Ah, trop bien. Mais la musique du générique qu'on a entendu tout à l'heure, elle a été composée par J.J. Abrams, qui aime bien composer les musiques de générique. J'allais dire, parce que vraiment, c'est lui qui a un peu composé. Ah non, ça c'était la trilogie du samedi. Non, là, c'est la... Ouais, c'est ça, le générique. Ouais. Exactement. Mais ce qui reste vraiment le plus aujourd'hui d'Alias, tu l'as montré quand tu faisais le résumé, c'est le Will They Won't They d'anthologie entre Vaughn et Sydney. Donc la tension sexuelle entre eux, ouais. Ouais, et ce mécanisme qui aussi vient de la télé d'antan, qui consiste à avoir 2 personnages qui se tournent autour pendant très longtemps, mais on ne sait jamais s'ils vont réussir à conclure ou pas, et c'est ça qui fait qu'on reste de semaine en semaine, d'épisode en épisode et de saison en saison. Là, comme beaucoup de séries, malheureusement, ils ont commis l'erreur de les rassembler trop tôt. Et une fois qu'on met les personnages du Will They Won't They ensemble, généralement, ça marche plus. Et il faut soit les reséparer. C'est ce qu'ils ont fait, du coup, oui. Ouais, mais ils l'ont fait à plein de reprises. Et en fait, quand ils sont vraiment ensemble pour de bon après la saison 3, c'est là que tout le monde a décroché. Hein. Ouais, la saison 4. Ouais. Parce qu'en plus, c'est quoi l'intérêt dans ce cas-là, quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette série, c'est une série procédurale. En fait, je pense que le plus gros problème, on va y venir après, c'est qu'ils ont une ambition de mythologie. Et que du coup, ils sont partis dans des délires qui fait que leurs histoires n'étaient plus... Je pense que ça aurait pu fonctionner une fois qu'ils se mettaient ensemble si la série n'avait pas eu plus d'ambition que d'avoir chaque épisode dédié à un cas
d'action et d'espionnage, même si, bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu répétitif et lassant. C'est ça le problème, quoi. Oui, moi je pense vraiment que le Wednesday Wednesday, c'est ça qui faisait qu'on restait au Oui, final. bah, évidemment. Et c'est ça qui fait qu'on est parti après. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Non, mais il y avait aussi la tension d'être agent double et d'être peut-être chopé à tout moment. Et en fait, le problème, c'est que l'épisode où le SD6 s'effondre, c'est le même épisode où Sydney et Vaughn se mettent ensemble. En même temps, c'était hyper courageux de la part de la série de faire ça. C'était un épisode qui était diffusé après le Super Bowl, si je me souviens bien. Oui, et c'était l'épisode de milieu de la saison 2. Donc vraiment très tôt dans la série, il y a 5 saisons. Oui. C'est, je pense, le meilleur épisode de la série, probablement avec le pilote. Moi, c'est mon préféré, c'est sûr. En général, quand je revois la série, j'ai tendance à revoir les épisodes qui arrivent juste avant, jusqu'à celui-là, parce que c'est le point culminant pour moi. Je pense que l'épisode est excellent justement parce qu'il est arrivé aussitôt et parce qu'ils ont eu le courage de le faire à ce moment-là et que ça a un peu surpris tout le monde, quoi. Et on s'y attend pas quand on regarde la série, mais en même temps, c'est dommage pour la série parce que forcément, après, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Ça résout tous les enjeux qui nous tenaient en haleine jusque-là. Bon, la scène de baiser, elle est absolument géniale. Oui, mais elle aurait pu arriver 10 épisodes plus tard, quoi. Ouais, clairement. Ou 3 saisons plus tard, même. Oui. Non, là, ça aurait été Non, mais genre Bones, où j'ai dû attendre, je sais pas combien de saisons, 6 saisons, pour même pas les voir s'embrasser. Enfin, c'était... Oui, mais c'est aussi parce que la série était peut-être pas si bonne. Mais par exemple, dans X-Files, il y a une tension constante entre Mulder et Scully. Et ça permet aussi, justement, de se focaliser sur l'action de la série. C'est pas que sur eux. Mais le fait qu'on attende vraiment juste des petites miettes, ça fait qu'on reste très, très longtemps. Et là, ils ont ce baiser de cinéma, en fait, avec la caméra qui tourbillonne autour pendant très longtemps, la musique, les violons, au milieu de la saison 2. Et du coup, après, ils sont ensemble, ça se passe bien. Il faut qu'on crée un petit peu de conflit là-dedans. C'est pour ça que la saison 3 commence. Et là, Sydney a été porté disparu pendant hyper longtemps et Vaughn a refait sa vie. Donc, la saison 3 fonctionne encore parce qu'on attend qu'ils se remettent ensemble. Ouais, surtout, il est en couple avec une meuf qui, en fait, est méchante. Ouais, qui est trop cool aussi. Ouais, après, c'est devenu beaucoup moins intéressant. Ils ont quand même tué Vaughn dans la saison 5. Ah ouais ? En fait, à la fin de la saison 4, ils ont un accident de voiture et Vaughn est tué. Mais après, ils l'ont fait revenir. En fait, il n'était pas mort. Parce que du coup, dans le final, il est là. Et d'ailleurs, à la fin du final, ils sont ensemble avec 2 enfants au bord de la mer. Enfin, c'est vraiment le truc, la résolution la plus plan-plan de l'histoire. Et ouais, ça, pour moi, c'est une des plus grandes erreurs de la série, malheureusement. De les avoir fait se mettre ensemble aussi vite ? Ouais, et de pas avoir su entretenir ça. Mais on parle souvent de New Girl parce que c'est aussi un cas d'anthologie. Nick et Jess, ça a été un immense Wednesday Wednesday de la télé contemporaine. Ouais, c'est pareil, c'est dans la saison 2. Et leur premier baiser est génialissime. Et à partir du moment où ils se mettent ensemble, la série fonctionne moins bien. Il y a plein de gens qui ont progressivement arrêté de regarder après ça et ils se sont séparés parce que pour que la série retrouve un peu son équilibre, il fallait pas qu'ils soient ensemble. Oui, alors pour le coup, j'ai regardé New Girl jusqu'à la fin et je m'étais un peu arrêtée après, mais en fait, regarder jusqu'à la fin, c'est trop bien. Non, mais la série s'essouffle un tout petit peu quand ils se mettent ensemble, c'est vrai, mais après, ça reprend de plus belle quand ils se séparent. Il faut dire aussi que la raison pour laquelle le Wednesday Wednesday n'a pas pu durer éternellement et pour laquelle ils ont tué Vaughn puis ensuite ils l'ont ramené, c'est que, tu le disais, Jennifer Garner et Michael Vartan se sont séparés. Donc il n'y avait pas une super ambiance de boulot à ce moment-là et c'était beaucoup plus simple de créer une tension sexuelle entre les deux quand il y avait une tension sexuelle entre les 2 acteurs et qu'ensuite ils se sont mis ensemble. Et c'est fou ça, parce que normalement c'est connu que la tension sexuelle est géniale quand 2 acteurs se détestent. Oui, mais souvent les 2 acteurs se détestent et ils se mettent ensemble ou souvent ils se mettent ensemble aussi sur le plateau. Enfin, ça a été le cas aussi dans Newport Beach où il y a eu des couples à l'écran qui se sont mis ensemble dans la vraie vie. Les frères Scott aussi, enfin, c'est quand même un grand classique. Les acteurs qui jouent une tension sexuelle à l'écran se mettent ensemble. Et donc, ça fonctionne très bien jusqu'au moment où ils se séparent. Et là, pour l'écriture de la série, bon courage parce qu'ils veulent plus forcément être dans la même pièce ou s'embrasser tout le temps. Et donc, il faut trouver des parades. Et ça a sans doute impacté aussi l'écriture du rapport entre Sydney et Vaughn. Mais ils ont bien réussi jusqu'à la saison 5 à faire semblant qu'ils s'aimaient. Donc, bravo à eux. Personnellement, je sais pas si j'aurais pu. Tu parlais de la mythologie, et justement, le concept de mythologie en série, il a été crucial avec la série X-Files. Ouais. On était encore au tout début de la sérialisation, donc à l'idée qu'on pouvait avoir une intrigue qui tienne sur une saison entière, voire plusieurs saisons entières. Et X-Files séparait les épisodes de mythologie qui développaient un petit peu tout ce qui allait constituer l'univers mythologique de la série, et les épisodes de la semaine, qui, eux, étaient juste des cas, des
mystères Les à résoudre. enquêtes, ouais. Parce que c'était vraiment le tout début de l'expérimentation là-dessus. Alias aurait dû faire pareil. Et oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on voit vraiment la filiation avec X-Files, comme tu disais, par rapport à la tension sexuelle, à l'atmosphère et puis vraiment à la mythologie. C'est là où on le voit le plus quand même. Parce que ça part dans des délires. Oui, puisqu'en gros, dans Alias, toute la mythologie tourne autour d'une figure d'un homme qui s'appelle Rambaldi, qui est un peu le Léonard de Vinci perché de l'univers d'Alias. C'est ça. En gros, c'est un mec qui était visionnaire et qui avait écrit des codes informatiques, mais au XVe siècle. Ouais. Et qui avait un peu trouvé, je crois, le secret pour la vie éternelle ou quelque chose comme ça. Et donc Sloan, notamment le méchant, il est obsédé à l'idée de retrouver tous les artefacts. Ouais, tous les objets en fait emblématiques de Rambaldi, quoi. Ouais. Et tout ça, en fait, quand ça part dans les délires de Rambaldi, ah non, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été intéressant. Puis on surtout, sent que c'est écrit avec les pieds. Ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi toute une agence internationale d'espionnage s'intéresserait à un peintre du XVIe siècle? Enfin, c'est un délire, mais incompréhensible. Et je pense qu'il a voulu aussi se détacher complètement des enjeux géopolitiques, tu vois. Et ça peut se comprendre, surtout à l'époque où Alias est sorti. C'était juste après le 11 septembre. Mais c'est pas très intéressant parce que en fait, quand les enjeux, c'est un peintre de la Renaissance qui, je sais pas, a trouvé la clé de la vie éternelle, mais en fait, pas vraiment. Dans Harry Potter, il y a Nicolas Flamel, c'est le même délire, quoi. On nous rend jamais vraiment palpitantes les inventions de Rambaldi qui doivent être un peu collectées. C'est comme dans un jeu vidéo, il y a souvent quand même plusieurs fois par saison la CIA et le SD6, ou en tout cas Sloan et la CIA vont se battre pour récupérer un même objet et voir qui va doubler l'autre en premier. Et c'est donc des inventions technologiques incroyables. Mais on comprend jamais en quoi elles sont si incroyables que ça. Moi, ça me fait un peu penser au truc de Marvel, où c'est quelque chose qui a été très critiqué ces dernières années, où maintenant c'est toujours juste une espèce de gros cube bleu qui brille. Ouais. Et on nous dit que c'est censé avoir tous les pouvoirs sur Terre. Mais du coup, ça rend pas vraiment palpable le pouvoir de ces objets. Oui, c'est le genre de truc que j'imaginais quand j'avais 6 ans, quoi. Et dans une série comme Alias, qui est une série d'action et d'espionnage, ça ajoute un petit côté surnaturel aussi, qui a pas trop sa place, je trouve, dans l'histoire. Puisque vraiment, quand on regarde le final, ça part un peu loin dans des délires de... Sloan, il arrive à avoir la vie éternelle grâce à Rambaldi, quoi. J'ai pas regardé le final jusque-là. Ouais, non, c'est vraiment... ça n'a aucune puissance et je pense que personne n'a regardé Alias en s'intéressant à Rambaldi. Mais c'est le problème de J.J. Abrams aussi, il aime toujours coller ces éléments-là. Il y avait dans Fringe aussi, il y avait tout un truc de mythologie, moi j'avais complètement lâché. Fringe, c'est l'héritier le plus visible de X-Files et on sent qu'il a cherché à faire son X-Files à lui. Et donc là, pour le coup, il y a un grand élément surnaturel. Moi, j'avais beaucoup aimé Fringe. Mais c'est vrai que c'était pas lisible en fait, et d'ailleurs c'est ce qui a été reproché à Lost aussi, c'est l'absence de lisibilité de la mythologie. Alors que par exemple dans X-Files c'est très simple, c'est un complot du gouvernement et puis voilà, c'est réglé, quoi. Oui, puis parce que au final il va pas jusqu'au bout du truc. Je sais pas, soit un Tolkien. Tu vois, développe une langue magique ou un truc comme ça. Mais là, c'est un peu mi-cuit, quoi. Enfin, c'est un truc où il te dit que tel truc est important et on est censé le croire. Oui, non, exactement. Et ça fonctionne pas très bien. Est-ce que tu penses que la série a bien vieilli ? Par certains aspects, oui. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve qu'elle a mieux vieilli que Charmed, parce que je trouve que ses qualités sont toujours d'aussi bonne qualité. Les scènes d'action sont toujours cool. Surtout, Jennifer Garner est toujours aussi charismatique. C'est bien joué, en fait. Les acteurs sont bons. L'aspect surnaturel est quand même minime, donc ça va pas mal vieillir, quoi. Après, c'est vrai que le côté hyper formulaïque de chaque épisode, l'absence d'humour et la mythologie débile, ça devient lassant et ça fonctionne pas très très bien. Et c'est marrant parce que c'est vraiment en le voyant avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vu que je me suis rendu compte que vraiment quand t'as pas grandi avec, ça a l'air un peu nul, quoi, visiblement. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pas une série des plus subtiles. On l'a dit sur l'écriture, il y en a d'autres de cette époque qui ont beaucoup mieux réussi à allier le côté divertissement avec quand même une grande intelligence dans l'écriture et dans la réalisation. Enfin, par exemple, le final, là, je l'ai revu pour préparer le podcast. C'est moche. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est tout ce qu'on critique sur la télé et le fait que c'est réalisé avec les pieds ou en tout cas que la réalisation n'est vraiment pas le truc le plus important. Moi, j'ai regardé que 20 minutes du final et j'étais scotchée par le montage, en fait. C'est-à-dire qu'ils enchaînent les trucs, tu sens, on dirait les créateurs de Game of Thrones dans la dernière saison, ils essaient de tout caser le plus vite possible pour se débarrasser du... Ouais, et c'est énormément de chant contre chant. Enfin, c'est inintéressant, en fait, visuellement. Et c'était le cas de pas mal de séries de l'époque. L'accent n'était pas forcément mis sur ça et que c'était quand même des séries qui étaient produites à la chaîne. Mais dans celle-là, je trouve que ça se voit particulièrement. Et il y a des séries de l'époque qui sont quand même très facilement bingeables aujourd'hui. C'est le cas de Friends.
dont on a parlé dans Ami, celle-là, c'est vraiment pas son cas. Je pense qu'elle fonctionnait très bien pour un épisode de la semaine, justement parce que, comme tu le dis, c'est très répétitif et que donc, on a envie d'avoir notre petite dose de Jennifer Garner dans des super tenues et de la tension sexuelle 40 minutes par semaine et c'est tout. Après, je dirais, parce que je l'ai bingé pour le coup récemment, je pense que quand même la première saison et la première moitié de la deuxième saison jusqu'à phase 1, phase 1, c'est bingeable. Mais voilà, tu peux pas binger toute la série. Non. C'est même plus regardable, en fait. C'est même pas une petite dose toutes les semaines. Moi, je veux plus de dose après. Non, franchement, moi, la saison 3, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour elle. J'aimais aussi beaucoup le personnage de Sark, qui est un personnage de méchant qui apparaît dans la saison 2 et qui reste jusqu'au bout. Ouais, et j'adorais cet acteur. Et justement, lui, il ajoutait une petite touche d'humour. Il y avait quand même des très bons personnages de méchants, je trouvais, dans la série. Donc, non, moi, je trouve que ça reste plaisant jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça perd l'énergie qu'il y avait dans les 2 premières saisons assez rapidement. Et donc, ouais, regarder ça à la suite, c'est abrutissant, clairement. Est-ce qu'il y a des personnages secondaires qui t'ont particulièrement marqué? Parce qu'il y en a énormément, on n'avait pas le temps de parler de tous, mais il y en a quand même qui étaient assez savoureux. Moi, dans mon souvenir, il y a la psy de la CIA qui est jouée par Patricia Wettig, qui jouait après dans Brothers and Sisters. Et ce qui est marrant, c'est que dans Brothers and Sisters, elle joue avec Ron Rifkin, qui jouait dedans aussi. Mais du coup, la revoir, là, je l'ai revue dans Alias, ça m'a fait plaisir. Mais dans mon souvenir, en plus, c'est une méchante. Elle est psy et elle écoute Vaughn qui vient lui parler de Sydney. Et après, elle écoute Sydney aussi. Mais en fait, elle travaille, je crois, elle est un peu agent double ou un truc comme ça. Moi, honnêtement, j'avoue que j'avais un petit faible pour le personnage de Lauren Reed, qui est donc la petite amie méchante de Vaughn dans la saison 3, qui est jouée par Melissa George, qui est aussi dans Mulholland Drive. J'aime beaucoup cette actrice. Elle développe un truc avec Sark après. C'est un peu l'anti-Sydney, mais elle est très belle. Et elle joue vachement aussi sur le côté angélique, mais qui cache bien son jeu. Et je trouvais que c'était vraiment un personnage fascinant et c'était un très bon personnage de méchante et de rivale pour Sydney dans la saison 3. Elle m'a beaucoup marquée. Par contre, celui qui m'a le plus traumatisée, c'est celui qu'on voit dans le pilote, mais qu'on revoit après dans la série, c'est l'arracheur de dents. Ah ouais, il est horrible. Il est horrible. Et il est très marquant parce que... Parce qu'il arrache des dents. Ouais, parce qu'il arrache des dents. Et il a cette réplique géniale pour le coup dans le pilote. Elle est attachée, donc elle est à sa merci. Et elle lui dit, je m'en fous, torture-moi autant que tu veux, j'ai plus rien à perdre. Et il lui dit, si, t'as des dents. I've got bad news for you, man. I am your worst enemy. I've got nothing to lose. That's not exactly true. You have teeth. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Et après, il lui arrache ses dents. Et franchement, ce mec est terrifiant. Et finalement, elle se venge de lui après. C'est super badass. La série est aussi remarquable en ce qui concerne les costumes et les coiffures. D'ailleurs, le coiffeur en chef, Michael Reitz, a été nommé pour ses coiffures au Emmy 58, parce qu'il a vraiment fait un travail exceptionnel. Est-ce qu'il y a une tenue et ou une perruque qui t'a particulièrement marqué? Je pense que c'est parce que j'ai revu l'épisode très récemment, mais c'est celle du pilote avec la perruque rouge. C'est la plus emblématique. En plus, c'est celle qui s'explique, en fait, parce qu'après, il y a beaucoup de déguisements où tu sens qu'ils se sont juste fait kiffer. Ouais. Mais là, en fait, on voit un personnage qui est la sœur de Will, qui est présente aux funérailles, en fait, du fiancé de Sydney. On la voit dans le fond et on la remarque parce qu'elle a ses cheveux rouges très vifs. Et c'est parce que Sydney va emprunter son identité après, quand elle fuit le SD6, qu'elle va adopter cette coiffure, quoi. Et d'ailleurs, elle se teint les cheveux. Voilà. Elle porte une perruque, l'actrice porte une perruque, mais... Voilà, donc le personnage se teint les cheveux et elle emprunte vraiment cette identité et cette apparence. Dès le début, en fait, la première scène d'Alias, c'est avec cette perruque et cette tenue. Très badass, un petit peu gothique, enfin un peu agressive, quoi, dans ses codes. Et tout de suite, on coupe vers quelques jours plus tôt, ou quelques mois plus tôt, Sydney qui est avec son petit chandail rose pastel, ses cheveux châtains qui tombent aux épaules, qui a l'air toute proprette et tout ça. Oui, qui a un petit crayon à papier, qui est étudiante, qui est en train de réviser ses examens. Exactement. Donc forcément, ça intrigue tout de suite et ça situe hyper bien le contraste entre sa vie cachée et sa vie affichée, qui va être assez centrale à la série. Donc, pour moi, cette tenue, elle est rentrée dans l'histoire de la télé. Quand je pense à Alias, c'est à ça que je pense. C'était aussi ça, la tenue. C'était la perruque qu'on voyait dans les images promotionnelles. Donc, pour moi, c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est pas très original, mais... Non, mais je comprends et t'as raison de souligner la dichotomie, en fait, qui est
hyper bien écrite dans le pilote. Et c'est pareil avec le fait qu'elle doit apprendre à faire confiance à son père alors qu'ils sont tous les deux agents doubles. Enfin, il y a un vrai travail sur la thématique, justement, qui fait un bon pilote. C'est-à-dire que tu peux résumer ça en une phrase ou deux. C'est hyper lisible, hyper clair. C'est ça qui fait les défauts de la série plus tard, puisque ça manque un petit peu de finesse. Mais pour le pilote, ça fonctionne hyper bien parce qu'on comprend tout de suite où on est. C'est un peu gros sabot, mais ça fonctionne. Moi, je crois qu'une de mes tenues préférées, c'est une autre variation de celle-là avec la perruque rouge, sauf qu'elle a une perruque bleue. Oui, je vois très bien. Et elle a aussi un look un peu gothique avec un t-shirt en résille. Ouais. Et t'as genre pas un rouge à lèvres genre bleu foncé ou un truc comme ça? Ouais, il y a un collier punk. Et j'adore en fait quand Sydney est dans ses tenues un peu punk parce qu'on la voit aussi beaucoup en tenue de soirée, en lingerie et en tenue d'action. Voilà, elle doit sauter en parachute, tout ça. Mais ces tenues-là, en fait, elles font ressortir ce côté qu'on voit plus rarement de Jennifer Garner dont tu parlais, ce côté plus agressif, plus âpre. Et elle est méga sexy comme ça et ça lui va hyper bien. Et aussi, c'est très mémorable parce que y a un côté, les cheveux fluo, le smokey eye. Mais j'adore. c'est marrant parce que il y a un moment, je crois que c'est dans le pilote, où elle est infiltrée, elle est dans une mission où le temps est compté, quoi. Le temps est compté et pourtant, elle se remet du rouge à lèvres. Parce qu'à un moment, elle se remet et c'est censé, elle est en train de parler à Dixon en lui disant j'arrive, t'inquiète, en se remettant du rouge à lèvres, c'est un truc un peu femme fatale et tout ça. C'est censé être cool, mais j'étais mais c'est pas possible en fait. Enfin, t'as pas le temps de te remettre du rouge à lèvres, t'es en mission, quoi. Je pense que c'est aussi un petit défaut de la série quand on la revoit aujourd'hui sur est-ce qu'elle a bien vieilli ou pas, c'est qu'ils ont énormément joué sur la sexualisation de Sydney. Oui. C'est plutôt bien fait parce que justement, on nous prouve que non, elle est censée être la proie souvent des méchants parce qu'elle se met en petite tenue devant eux et elle les attire et ensuite elle leur fait un coup de boule. Mais du coup, c'est aussi très réducteur sur l'image de la féminité et de la masculinité d'ailleurs. Il y a un côté très réducteur sur l'utilisation des codes de genre en fait. Surtout, je pense que la série essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple dans Phase 1, la première scène, c'est elle qui est en lingerie noire avec une petite nuisette et un ensemble de soutien-gorge et porte-jartelle et tout ça, et avec une sorte de cravache, et elle arrive et elle se met face à l'homme qu'elle doit assassiner, on le comprend, mais enfin elle est infiltrée, et lui dit non, pas celle-là, et du coup on la revoit marcher à nouveau dans la même tenue mais en rouge vif. Et après, quand elle commence à s'attaquer à lui et à le frapper, elle lui dit qu'est-ce qui allait pas avec la tenue noire, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de mettre la rouge. Donc la série a assez de recul pour faire cette remarque en rigolant un peu, mais en même temps, elle nous a quand même montré une scène d'à peu près 3-4 minutes où on voit Jennifer Garner en ensemble de lingerie, une fois noire, une fois rouge, défiler littéralement sous nos yeux. Donc même si elle a le recul et elle essaie d'avoir un propos dessus, on voit quand même qu'elle joue aussi sur ça. Donc c'est un peu hypocrite quand même, quoi. Oui, et même dans la réalisation, quand on parle du male gaze et des codes visuels qu'on associe au male gaze maintenant, ils sont tous dans Alias. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la caméra qui descend de la tête aux pieds ou qui monte des pieds à la tête, le ralenti, elle sort de la piscine, elle est dégoulinante, il y a vraiment les gros plans sur chaque partie de son corps et elle est magnifique. Moi, je me souviens que j'étais complètement obsédée par Jennifer Garner. Enfin, je pense que j'avais 12-13 ans et j'étais waouh, c'est ça une femme, quoi. Genre, pour moi, c'était un idéal de beauté féminine et c'est clairement comme ça qu'elle est montrée dans la série et c'est ça moi, ça m'a beaucoup marqué justement en étant assez jeune. Mais oui, en le revoyant aujourd'hui, on se dit c'est vrai qu'ils se sont quand même sacrément fait plaisir sur les ralentis de Jennifer Garner en culotte, quoi. Ouais. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Pikies de nous écouter. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode, on vous parle du Problème à 3 corps, la série phénomène de Netflix, adaptée d'une trilogie de science-fiction que nous n'avons pas lue. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.